J'ai rien trouvé de mieux que Kraftwerk pour commencer cette séance. Alors c'est vrai que certains vont me dire que c'est un petit peu facile, mais en même temps, Kraftwerk, déjà le nom même du groupe, hein, Kraftwerk, centrale électrique, c'est pas mal pour parler d'une conférence où il va être question d'électricité. Et les hommes machines, hein, les Mensch machines, c'est pas mal pour parler d'une conférence où il va être question de musique et de machines. En fait, Kraftwerk, qui dans les années 70 a inventé ce concept de faire fusionner la machine et l'homme pour créer une musique comme ça, électronique, il y a un peu le point de départ de ce dont je vais vous parler. On va suivre un peu comme ça pendant une petite heure deux fils narratifs, à la fois la façon dont la musique a été métamorphosée au XXe siècle par l'électricité, et en même temps comment ça, ce serait le deuxième fil narratif, mais tout ça va s'entrecroiser, comment cet apport de l'électricité a aussi s'est accompagné d'une sorte de montée en puissance de la machine dans la musique, au point peut-être même d'éclipser la présence de l'homme. Mais bon, ça sera peut-être pour plus tard. Je ne vais pas dévoiler la fin. Commençons par le début, comme toute bonne conférence. On commence par le commencement, et même peut-être avant le commencement. Et avant le commencement, alors ça marche d'ici, voilà. Avant le commencement, la préhistoire des machines. En fait, c'est vrai que la machine musicale n'est pas arrivée avec l'arrivée de l'électricité. Il y avait déjà des machines musicales bien avant l'électricité, et notamment l'Antiquité. Alors, il faut que ça marche comme ça. Dans l'Antiquité, il y avait une espèce d'engouement pour les mécanismes qui allaient. Là, c'est une gravure d'architecte, enfin de l'école d'Alexandrie. Un engouement pour des constructions mécaniques qui allaient produire des sons, des musiques, et notamment pour animer certaines représentations de divinités. Hein. Il y avait un côté un petit peu épat-gogo de la machine, hein, et qu'on va retrouver d'ailleurs au fil des siècles.
Ce côté pas de gogo, on le retrouve au 19e, avec notamment toute cette vogue du piano mécanique, ou piano pneumatique. C'est vrai que pour peu qu'on ait le bon instrument, on pouvait s'improviser Franz Liszt ou Rachmaninoff sans trop faire de solfège. Et là, c'est un film de Max Linder qui reprend avec humour cet engouement de salon pour les machines musicales. Voilà, on a ce pianiste pseudo-virtuose qui épate ses amis. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est un film muet, donc il faut imaginer que c'est bien ce qu'il joue. Donc voilà, je ne m'éternise pas. C'était juste pour vous dire que, bien sûr, les machines musicales n'ont pas commencé avec l'arrivée de l'électricité. Et en même temps, pour arriver dans notre sujet, on commence tout de suite sur les chapeaux de roue. Avec ces jingles musicaux, ça c'est pour vous tenir en alerte et en éveil, puisqu'il est quand même relativement tard pour une conférence. Impossible de parler, enfin en tout cas de commencer à parler de musique et d'électricité sans aborder un genre musical apparu au XXe siècle, le rock'n'roll, puisque comme le disent certains philosophes, et notamment cette pop philosophe Patti Smith, qu'est-ce que c'est le rock'n'roll? C'est très simple, c'est de la poésie plus de l'électricité. Bon, c'est sans contestation. Et d'ailleurs, s'il fallait en convaincre certains dans la salle, ce lien alchimique entre la musique et l'électricité qui donne le rock est magnifiquement incarné par un groupe australien créé en 1973. AC/DC, c'est un peu plus clair. AC/DC, c'est courant alternatif, courant discontinu. Et puis, si on n'avait pas tout à fait compris, le titre de l'album, c'est Power Rage. Et si on n'avait vraiment pas compris, le mec se fait électrocuter par des qui sont le prolongement de ses bras. Si on n'a pas compris avec cet album, il y a un autre album, un peu plus clair, High Voltage, haute tension. Bien sûr, on est au cœur du rock, au cœur de l'électricité. Et avec cet objet qui incarne le rock, la guitare électrique. La guitare électrique, c'est l'électricité qui fait du son, qui fait guitare. Et d'ailleurs, cette guitare électrique a pu être perçue aussi comme quasiment un objet maléfique. Et d'ailleurs, Gibson en a abondamment utilisé cette image maléfique pour notamment vendre des guitares. Donc c'est Gibson SG. Et effectivement, la guitare électrique a pu créer quelques troubles. Et il y a un exemple vraiment célèbre dans l'histoire de la musique, mais ça serait dommage de ne pas en parler. C'est bien sûr Bob Dylan, quand il va passer justement à l'électricité. En 64, au festival de Newport, il est encore dans la veine folk acoustique. Et alors 65, il revient. Et là, au grand désarroi de ses fans plutôt folk, il s'électrifie. Et on va regarder justement un montage de ces deux prestations. Mr. Tambourine Man. Let's play a song for you.
d'interrompre Bob Dylan dans son élan. Bon, c'est flagrant, hein. D'ailleurs vous avez vu que l'arrivée de l'électricité s'accompagne aussi d'un changement vestimentaire. Hein. On a Bob Dylan qui se métamorphose en rocker, hein, tout de suite le blouson de cuir, on était dans une ambiance de kermesse comme ça en 64, et là tout d'un coup le concert de rock. Et c'est vrai que alors ça a créé, vous le savez, certains d'ailleurs le savent certainement mieux que moi, beaucoup de polémiques à l'époque, il s'est mis à dos pas mal de sa communauté de fans folk, et c'est vrai que c'est pile au milieu des années 60 où en fait l'arrivée de l'électricité hein, sur scène comme ça s'accompagne aussi d'une volonté de puissance d'une certaine manière. Hein. Il va falloir s'adresser aux masses. Et c'est vrai que le rock a été assez fort pour ça, mais pas que le rock. C'est vrai que cette arrivée de l'électricité a suscité un engouement de pas mal de musiciens. Et un autre musicien, un peu plus tard, mais qui du coup a été très marqué par ses expériences, notamment à Newport, Miles Davis, qui lui aussi bascule dans l'électricité. Et là, c'est dans un autre grand festival, le festival de l'île de Wight, en 70. Et pareil, il va créer le même débat polémique, fans qui sont dans un grand désarroi. Tout ça parce qu'il passe à l'électricité pour s'adresser aux colonels. Deuxième sacrilège, je vais arrêter Miles Davis, c'est vraiment horrible, mais en même temps, bon, il faut quand même que je parle, même si, comme vous l'avez compris, je ne vais pas beaucoup parler, en fait, je vais plutôt vous montrer des extraits. Miles Davis, bon, certains mélomanes dans la salle ont reconnu quand même Chick Corea à ses côtés, Keith Richards au clavier, pas mal. Tous ces gens-là électrifiés pour s'adresser à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette électrification, elle est bien sûr sur scène, mais aussi sur disque. Vous avez derrière moi la pochette de son disque Beaches Brew, qui pareil a créé une sorte de polémique. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que le public de jazz, hein, il y en a peut-être dans la salle, désolé, est peut-être le plus intransigeant qui soit. Hein. Et alors, les critiques musicaux de jazz sont encore pires. Et il y en a un du coup, Stanley Crouch, qui en écoutant ce disque a déclaré pour lui, donc c'est ce Miles qui devient électrique, que c'était le plus grand exemple d'auto-sabordage dans l'histoire de l'art. Pas moins. C'est dire si l'électricité peut s'accompagner de certaines, une sorte de forfait comme ça. Et en même temps, c'est vrai que ça nous paraît un petit peu dérisoire quand même, mais c'est vrai qu'il y a quand même des exemples où cet engouement électrique peut être perçu comme une sorte de suicide commercial. Et pour moi, alors il y a Miles Davis peut-être, mais peut-être pas, il y en a un qui est plus fort. C'est lui, hein, Feu Lou Reed, disparu il y a 2 ans quasiment jour pour jour. Je ne vais pas faire sa biographie, hein, mais on le connaît notamment pour ça, sous la houlette de Andy Warhol avec le Velvet Underground. Et alors, période des années 70 quand même assez compliquée hein, pour le personnage, l'artiste, l'homme. Beaucoup de drogue, beaucoup de mal-être et beaucoup de détestation des gens qui l'aiment bien, hein, notamment les gens qui achètent ses disques. Et alors du coup, en 75, il sort un disque où c'est quasiment de l'électricité à l'état pur. Ce disque qui s'appelle Metal Machine Music. Et alors, comme on est dans la semaine de la pop philosophie, je vais convoquer quelques philosophes. Lester Bangs, hein, qui est un petit peu le Roland Barthes de la rock critique, qui a écrit en 75, quand ce disque est sorti, je le cite, ça a été publié depuis en français dans ces petits bouquins là, qui sont sortis aux éditions Tristram. Donc là, en l'occurrence, c'est celui qui s'appelle Fête sanglante et mauvais goût. Où, alors, il parle de ce disque. Je vais vous en lire juste quelques extraits pour planter le décor. J'ai quelques théories concernant ce nouvel album de Lou Reed. 1.
En règle générale, Lou ne témoigne pas d'une affection excessive pour les autres membres de la race humaine. Aussi cet album est-il, ou veut-il être, une sorte d'acte antisocial ultime. Lou veut faire de la musique qui vous contraigne à la ressentir et à quitter la pièce. Comme ça, il peut être heureux, seul avec ses machines. Électricité, machine, tout ça, on est au cœur du sujet. Deuxième argument, que ça ne soit qu'un défoncé aux amphis jouant avec l'électronique et les magnétophones ne signifie pas que ça n'est pas valide. Dans Metal Machine Music, Lou joue de l'ampli au même titre qu'il joue de la guitare. Donc quasiment, il se passe de la guitare pour sortir un son direct. Troisième argument, vous savez, quand vous êtes si tendu et si tourmenté par l'angoisse que tous les nerfs de votre nuque se nouent en une boule brûlante, eh bien, si elle pouvait faire de la musique, elle sonnerait comme cet album. Quatrième argument, c'est le son qu'on entend dans le système circulatoire de Lou. 5. Presque tous ceux qui achèteront Metal Machine Music seront furieux contre Lou. Ce à quoi nous assistons, c'est un suicide commercial. Donc il est encore question de suicide. Bon, ce que je vous propose, c'est quand même de l'écouter, ce disque, mais peut-être en version raccourcie. C'est vrai qu'on pourrait s'en délecter pendant des heures. Il y a 4 plages. Je commence par la première. Deuxième. Quatrième. Bon, désolé pour le sacrilège, je vais arrêter là. Vous avez compris un petit peu la démarche de l'artiste. Bon, en même temps, voilà, d'ailleurs, peu de temps avant de mourir, il a rejoué sur scène ce disque en live. Et c'est vrai qu'il y avait quelques personnes pour venir s'en délecter. Ça, c'est le versant peut-être le plus radical qu'on peut connaître dans l'usage musical de l'électricité et des machines. Il y a un versant plus magique. Et on va retourner un peu dans le passé, parce qu'on va zigzaguer comme ça dans les périodes et dans les genres. On va retourner dans cette période bénite du début de l'Union soviétique, où l'électricité avait un rôle important, puisque son représentant suprême l'a déclaré. Alors c'est pas Patti Smith, vous l'avez reconnu, mais c'est pareil, les questions d'électricité, un truc plus électricité, je sais pas, ça doit être une formule pop philosophique, je sais pas, je me tourne vers le spécialiste. Le communisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est les soviets plus l'électricité. Donc, et d'ailleurs, Lénine a assisté à un concert du fameux Térémine, qui a créé cet instrument, qui est une star à l'époque. Donc il a inventé ça en 1919. En fait, on le voit bien sur l'image. Il joue de la musique sans toucher son instrument. C'est avec un champ électromagnétique qui peut agencer des notes. Donc voilà, c'est quasiment de l'électricité à l'état brut qui est manipulée comme ça par un corps humain. Et on va écouter en VO son créateur, et donc pour une démonstration de cet instrument, le Térémine. Электромузыкальный инструмент Терменбокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Cet homme faisait fureur au début des années 20, il a même tourné, donc il a joué devant Lénine, il a tourné aux États-Unis, une véritable star du Térémine. Instrument qu'on retrouvait aussi associé au cinéma beaucoup, notamment pour évoquer des ambiances science-fiction, trucs un peu mystérieux, notamment Alita, un des premiers films de science-fiction. Ou, plus connu, tous les chefs-d'œuvre de la série Z,
qui utilise à gogo le thérémine pour nous effrayer d'une certaine manière, ou en tout cas créer cette part mystérieuse de la musique, jusqu'à Hitchcock, dans Spellbound, fidèlement traduit en français par La maison du docteur Edward, avec Gregory Peck, qui est un homme plein de névroses, hein, et tout le moteur du film est autour de ces névroses. Il y a une scène de rêve hein, filmée par Hitchcock d'anthologie, avec des décors de Salvador Dali et un merveilleux thérémine qui vient nous emballer tout ça. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing baby? Well, I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is plain, ordinary, wishful dreaming. Go on. Well, I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him, and it turned up a 7 of clubs. He said, "That makes 21. I win." When he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, "This is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you." I'm sorry about that kissing, but... Donc tous ces sons inquiétants du thérémine, donc on retrouve vraiment associé au cinéma, à cet imaginaire du rêve, cet imaginaire onirique, et qu'on retrouve aussi dans le rock. Hein. Alors le thérémine est toujours utilisé, j'en cite quelques-uns, le trip-hop de Portishead, les envolées aériennes de Jimmy Page pour Led Zeppelin, et il a lâché la guitare de temps en temps pour jouer du thérémine. Brian Jones des Rolling Stones aussi s'y est mis. Et alors un des plus connus, on va pas s'en priver, les merveilleuses bonnes vibrations des Beach Boys. Donc vous serez sensible à ce merveilleux acte performatif de la parole, hein, les Good Vibrations qui sont figurés par les ouh derrière sur ce tube des Beach Boys. Alors on en a un beau thérémine derrière nous, hein, vous avez vu la structure de l'instrument. Et alors les spécialistes ont reconnu que ce thérémine est d'une marque bien particulière, la marque Moog. Alors Moog, c'est un grand inventeur de l'histoire de la musique au XXe siècle, et d'ailleurs qui a commencé sa carrière avec son papa en réparant des thérémines. Et bon, il s'est vite rendu compte quand même que le fait de jouer du thérémine, c'était quand même assez approximatif. Hein, le fait qu'on soit manipulé des vibrations comme ça, électriques dans l'air. Donc en fait, lui, ce qu'il a créé, c'est ce qui porte son nom, hein, le clavier, le synthétiseur Moog. En fait, ça repose vraiment sur exactement le même principe, sauf qu'il a un peu figé ça avec un clavier pour actionner ces vibrations électriques pour produire des sons. Alors Moog, c'est un peu une star pour tous les geeks de la musique. On le voit là d'ailleurs au milieu de ces machines plutôt inquiétantes. Même les plus grands musiciens s'y sont intéressés, puisque vous avez reconnu, Lionel Esparza l'a reconnu. And blast off.
Bernstein, quand même, qui terrorisait ses enfants dans ses séances pédagogiques. Et donc cette machine, grosso modo, était présentée comme l'orchestre du futur. Et alors, il y avait, comme tout instrument à sa star, et ben voilà, c'est lui, ou plutôt elle, puisque c'est Walter Carlos, devenu Wendy Carlos, qui pose devant son instrument. Alors, Walter Carlos, vous connaissez tous, hein, avant qu'il devienne Wendy, notamment avec cette bande-son, Orange Mécanique, qui voilà, rejouait à l'époque Beethoven avec cette machine Moog, qui faisait vraiment fureur, puisque tout était décliné en modèle Moog, avec ce côté très futuriste exprimé de cette manière-là, ou rétro-futuriste, enfin bon, je ne sais quoi, puisque Bach aussi passait la moulinette. Et alors cet engouement était tel que pour être vraiment dans le coup, il fallait créer quelque chose soi-même en lien avec cette musique. Et alors il faut savoir que la danse contemporaine s'en est emparée. Hein. Je vais vous montrer vraiment ce qui peut être une pépite de l'époque. En 1969, vraiment, et j'espère qu'il y a des amateurs de danse contemporaine dans la salle, parce qu'ils vont vraiment beaucoup apprécier cet extrait. C'est dire les ravages qu'a pu créer cet instrument qui, a priori, paraît inoffensif, hein, et voilà, et qui s'est quand même très généralisé. Alors bon, là, dans les années 60, il y avait ces grandes machines, je cite même pas la compagnie de danse, par respect pour eux, ces grandes machines qui se sont miniaturisées à la faveur des évolutions technologiques, hein, là, ça devient déjà plus déplaçable, au point de devenir le meilleur ennemi de la guitare, si on emploie cette publicité Moog avec les formidables membres du groupe américain Divo. Et alors, c'est vrai que si cet instrument a suscité un tel enthousiasme, c'est aussi qu'on est donc dans les années 60, années 70, où il y a une forme de hyper-fétichisation de l'instrument, un peu comme ça, futuriste, même la machine qui se livre dans les sons qu'elle produit, mais aussi même dans son aspect plastique. Et alors, ça traverse un peu toute la musique populaire, mais il y a plein de représentations de pochettes de disques, par exemple, où on voit ces instruments, voilà, où les artistes posés au milieu de leurs instruments, comme autant de trophées. Karl-Heinz Stockhausen aussi, Carl Craig, j'en passe et des meilleurs, le meilleur étant bien sûr Giorgio Moroder. Voilà, la photo, Giorgio Moroder, il ne se fait pas photographier devant chez lui ou dans la rue ou je ne sais quoi. Non, avec cette cravate et ce t-shirt, certes, mais devant ces machines. Hein, et il fait quasiment corps avec la machine. Et c'est d'une certaine manière le but inavoué de tout ça. Hein, c'est vraiment d'opérer cette fusion entre l'homme et la machine. Au point d'être super célèbre, mais de devenir une machine quand même célèbre. Transition avec notre chapitre suivant. Donc vous avez reconnu bien sûr les Daft Punk, ça devait être au Grammy Awards ou je ne sais pas. Voilà, on fait corps avec la machine, on devient l'incarnation d'une sorte de robot. Alors pour faire un zigzag temporel, pareil, ça vient pas
d'hier, ça vient vraiment d'avant-hier, puisque cette notion de corps électrique, qui en tout cas corps qui produit l'électricité, ça a été pas mal étudié, notamment au XVIIIe par un savant italien, Luigi Galvani, qui a mis en valeur la façon dont ces pauvres grenouilles pouvaient produire avec leur influx nerveux de l'électricité. Électricité qui peut être transformée en plusieurs choses, et notamment de la musique. En tout cas, c'est ce qu'a fait Pierre Henry, beaucoup plus tard, hein, on n'est plus au XVIIIe siècle, vous le savez, plus récemment, avec cet objet très particulier qu'il a inventé, ils étaient plusieurs, je crois quand même, le cortical-art, qui est littéralement l'art du cortex, et en fait qui consistait à capter les influx cérébraux pour les transformer en son, en musique. Donc voilà, c'est dire cette curiosité pour l'électricité organique et pour toujours la relier à la musique. C'est vrai que Pierre Henry, on le connaît peut-être un peu pour ça, on le connaît surtout pour ça, sa fameuse messe pour le temps présent, qui pareil, alors là on n'est plus avec des capteurs électriques pour capter les influx nerveux ou cet art du cortex, mais on est plutôt sur la machine qui va être partie prenante d'une composition mi-rock, mi-musique savante. On regarde juste un extrait pour vous remettre dans le bain, mais vous savez parfaitement de quoi je parle. Donc là, on est en 1967 au Festival d'Avignon avec Maurice Béjart pour la partie chorégraphique et Pierre Henry pour la partie musicale avec cette messe pour le temps présent qui mélangeait le son des machines avec cette tonalité rock et quand même quelqu'un qui venait plutôt d'un autre domaine, la musique électroacoustique. En fait, là, peut-être la partie qui m'intéresse, c'est que la machine devient un petit peu le dénominateur commun ou le point de transition entre deux champs musicaux quand même radicalement différents, la musique pop et la musique dite savante. Et là, je m'inscris un petit peu modestement dans les pas de Karlheinz Stockhausen, qu'on a vu en photo tout à l'heure, qui déclare de nombreux musiciens, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Can et Kraftwerk en Allemagne, les Beatles et bien d'autres se sont inspirés de mes œuvres, en toute simplicité, parce qu'ils étaient fascinés par la transformation du matériau sonore brut en musique. Voilà, Stockhausen qui voit la façon dont la musique pop a pu être fascinée par la grande musique, en l'occurrence la sienne, à travers ce prisme de la transformation de matériaux sonores bruts par les machines. Et du coup, on revient à nos amis Kraftwerk, cités par Karlheinz Stockhausen. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été, je n'ai pas trop étudié la vie du groupe, je crois qu'ils ont commencé en suivant des cours ou des séminaires avec Stockhausen. Et en tout cas, bon, ça c'était bien avant de devenir les hommes robots, hein, puisqu'eux ont accompli cette chose ultime qui était de devenir robot soi-même sur scène, notamment pour interpréter leur type de We Are the Robots, où voilà, ils s'absentaient de la scène pour laisser place à des mannequins à leur effigie. Accomplissant d'une certaine manière le programme ultime d'un autre pop philosophe, Andy Warhol, dont le destin était de devenir une machine. Hein. Vous savez que d'ailleurs son lieu de création ne s'appelait pas l'atelier d'Andy Warhol, mais s'appelait la Factory. Andy Warhol qui a essayé de prophétiser la disparition de l'artiste pour laisser place à la machine, ou en tout cas au geste mécanique pour produire de l'art. Et on connaît bien sûr tous ces photographies et ces sérigraphies qui en étaient une forme de réalisation. Donc là, on est vraiment dans une sorte de combinaison entre l'organique et le mécanique, l'automate et l'androïde, pour produire
produire vraiment de l'art. Bon, Andy Warhol, c'était plutôt de l'art visuel ou de la musique dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, donc, on est dans les années 60, les années 70, je vous disais, c'est un peu cette décennie de fascination pour les machines et cette espèce de fusion entre l'organique et la machine. Et alors, il y a un film qui montre ça de façon merveilleuse, donc je ne vais pas me priver de montrer un extrait, même si vous le connaissez. C'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Là, on est en 74, hein, peut-être une des années, les pires des années 70 dans ce genre de délire, sur le caractère fétichiste de l'appareil technologique. Cette espèce de prophétie futuriste. Et donc ce film un peu loufoque, une sorte de comédie musicale qui mélange science-fiction et musique, raconte quoi? Raconte l'histoire d'un producteur qui a vraiment tous les attributs du producteur, les Ray-Ban vert fumé, le cigare, le costume un peu bizarre, les machines derrière, l'ambiance studio un peu carcérale, les murs en rouge et tout. Et alors ce méchant producteur vole la musique d'un compositeur génial qui s'appelle Winslow Leach, c'est lui, génial mais un peu naïf. Il se fait piquer toute sa musique par Swan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de récupérer les bandes qu'il a enregistrées. Il s'introduit dans l'usine qui fabrique les disques. Manque de bol, il a une sorte de chemise à jabot qui va se prendre dans la machine. Et alors là, catastrophe. Il a la tête broyée par la presse à disque. Alors déjà, on est dans la fusion entre la machine musicale d'une certaine manière et l'homme, mais bon, quand même à l'insu de son plein gré. Et alors, le pauvre quand même pour pouvoir apparaître en public, et puis peut-être pour continuer à exercer son art, va sortir. Alors c'est une sorte de proto-Daft Punk avec ce masque d'oiseau. Et le problème, c'est qu'il est aussi chanteur, et cet acte malheureux lui a fait perdre sa voix. Donc, vous suivez l'histoire du film, quand même, il va revoir Swan, il y a une sorte de pacte faustien avec ce producteur musical, parce que ce producteur musical lui dit qu'il va pouvoir lui redonner sa voix. Bon. Et comment? Avec les machines, avec le studio. Et là, le studio devient cet instrument un peu maléfique qui va transformer tout, et notamment une voix avec des machines. On est dans un environnement de science-fiction appliqué au studio d'enregistrement et on regarde ce que ça a. How's that? Try it. Try it again. And again. Well, at least you can talk with this. You can plug yourself into the console for singing. You really think she said... Donc voilà, c'est simple, il faut se brancher à la console pour chanter. Autre exemple dans le cinéma, alors lui, c'est pas la tête qui s'est pris dans la presse à disque. Je me dis, est-ce que je la fais? Je la fais pas, désolé, c'était vraiment une très mauvaise blague. Farinelli, oui, ce film sur Farinelli, star des castrats, et donc avec ce film qui est sorti en 94, film de Cormio, qui raconte l'histoire de ce formidable chanteur. Mais alors du coup, comment restituer cette voix?
qui voilà, n'est plus vraiment restituable, et heureusement. Et en fait, en travaillant avec l'IRCAM. Alors l'IRCAM, c'est ce lieu magique qui produit plein de choses très bizarres, et notamment qui travaille pour ce genre de production cinématographique. Et on en a un exemple dans je crois que c'est le supplément DVD, où on a la personne qui a reconstitué la voix en fait de Farinelli, du coup en utilisant une machine, alors un peu comme le Swan du Phantom of the Paradise, sauf que là en fait il a fait fusionner 2 voix de chanteurs lyriques. Il le raconte. Et ben non, c'est pas du tout ça. Pardon. Désolé, c'est la suite. Voilà. Donc son travail à elle, c'est de s'approcher de cette possibilité d'être très rapide dans les traits les plus virtuoses et de ne pas laisser aller sa voix trop loin pour se rapprocher le plus possible de celle de Bérec. Mais elle ne peut pas le faire, il y a des limites pour faire maximum. Et moi, par exemple, je dois compresser sa voix de manière à ce que, déjà, au niveau, disons, du langage, de la dynamique, elle se rapproche le plus de... Jean-Claude Gabrel s'est attaqué au montage. Il a fait une erreur. Il fallait passer d'une voix à une autre, du grave à l'aigu. Fréquemment, les coupes sont faites note à note. Quand la bande musicale est sortie de ses mains, elle a aligné quelques 3000 points de montage. C'est Eva qui chante. Derek. Eva. Donc voilà ce qui paraît vraiment le plus organique, la voix humaine, et du coup trafiquée de cette manière-là par la machine. Derek. Et donc vous avez déjà vu l'image, pour en arriver à cette fusion entre l'homme et la machine, puisque c'est l'objet de mon chapitre, qui est décliné de façon musicale mais aussi visuelle, avec toute cette iconographie. Donc là c'est un groupe anglais qui s'appelle ADN2X, où on a quasiment, alors je ne sais pas si ça rentre ou ça sort, mais en tout cas c'est d'un corps humain et un clavier dont il s'agit. L'espèce de grand pape de la cosmic pop, Klaus Schulze, que certaines personnes âgées de plus de 70 ans ont écouté dans leur jeunesse, Tangerine Dream. Plus récemment, Square Pusher. On a toujours cette fusion de l'homme et de la machine, jusqu'à notre ami Michael Jackson avec sa Robot Dance. Il est encore question de devenir soi-même une machine. Ou la merveilleuse Christina Aguilera, qui devient carrément bionique sur cette pochette, dont je vous épargne la musique. Et puis non. Voilà. From
connu bien sûr Björk dans un clip de 99 réalisé par la star de l'époque de la réalisation de clip, Chris Cunningham. Donc là, on est vraiment totalement dans la fusion entre la machine et l'organique au service d'une production de musique. Alors c'est vrai que Björk cultive, comme vous savez, l'art de la métamorphose, puisque vous la reconnaissez aussi derrière ses lunettes, avec Catherine Deneuve dans ce film de l'abominable Lars von Trier en 2000, Dancer in the Dark, où là aussi il est question d'ailleurs de musique et de machine. On est vraiment poursuivi par ce thème, puisque Björk incarne une jeune femme qui s'appelle Selma, qui est atteinte d'une maladie qui la menace de cécité. Et alors son emploi avec Catherine Deneuve, qui est du coup pas très crédible dans cet emploi, mais c'est travailler dans une usine. Et le seul échappatoire de Björk dans cette usine, c'est en fait la musique que vont produire les machines. La répétition des machines dans cet environnement hyper industriel va créer des mélodies, en tout cas à ses oreilles, et ça nous permet d'avoir une très belle transition avec la suite. Dont les machines produisent des chansons. Dans chaque machine sommeille une chanson. C'est pas moi qui le dis, c'est le groupe allemand Einstürzende Neubauten, rassurez-vous, ça va bien se passer, qui reprend en fait une maxime du romantisme allemand, qui déclare dans chaque arbre sommeille un poème. Donc là, à la fin du XXe siècle, puisque là c'est un groupe qui existe encore, mais qui a surgi à Berlin au début des années 80, il est question non plus d'arbres et de poèmes, mais de machines et de musique. Dans chaque machine sommeille une chanson. On va voir un extrait du groupe à l'époque, d'ailleurs filmé dans un environnement très très industriel, et qui produit de la musique avec des machines. Alors, il s'agit d'un courant musical d'ailleurs qu'on a appelé la musique industrielle, industrial music, avec pas mal d'autres grands représentants qu'on voit sur cette compilation. Et alors cette musique, on peut quand même la relier aussi, donc produite dans ce qu'on appelle le domaine des musiques populaires. C'est pas des gens forcément qui sortent des conservatoires pour produire ce genre d'actes artistiques. Et en même temps, si on place ce courant musical sur la grande cartographie des musiques qui défilent là sous vos yeux, ce mouvement de la musique industrielle, alors on n'est pas dans le religious ni le sécular, il faut revenir, rezoomer, merci, voilà, industrial, new wave, et si on remonte, il y a le punk, le garage rock, et on arrive aux avant-gardes, la musique électronique, là on fait un bond dans le passé. On est au XXe siècle, mais plutôt plus à la fin, mais au début du XXe siècle, au moment de ce qu'on appelait cette grande période de créativité des avant-gardes historiques, et avec notamment dans la partie italienne de ces avant-gardes, vous avez tous entendu parler de ce fameux Ave des bruits de Luigi Russolo en 1913, où là c'est une théorie, mais qui a eu aussi ses applications, de produire de la musique, non plus forcément avec des instruments, ou en tout cas tels qu'ils existent de façon traditionnelle, mais inventer une nouvelle lutherie, nouveaux instruments pour produire des sons qui peuvent vraiment correspondre à l'époque. Alors l'époque, c'est celle de l'industrialisation, des machines,
et des bruits de la cité ou des bruits de la guerre, et donc qui a été théorisé par Luigi Russolo. Ce courant musical a traversé vraiment le XXe siècle. On avance un peu, là on est maintenant au tournant du XXe siècle, dans les années 50, grand compositeur, vous avez reconnu Edgar Varèse, qui fait partie de ceux, avec Bob Dylan et Miles Davis, qui à un moment donné de leur carrière ont fait scandale. C'était plus précisément en 1954 au Théâtre des Champs-Élysées pour cette œuvre Désert qui a depuis été beaucoup rejouée et dont on est tous fans, mais qui a quand même suscité à l'époque au moment de son interprétation en public, un gros scandale, dont on a un témoignage sonore. Hein, je vais vous faire écouter le début. Cette symphonie qui utilise des bruits de la cité, des bruits de sirènes, voilà, ce qu'il a pu utiliser sur bande. Et alors on entend le public. Mais alors ce qui est bien avec l'électricité, vous l'avez compris pour les grands rassemblements de masse, c'est qu'on peut monter le son. Et d'ailleurs, curiosité de l'affaire, de l'anecdote, c'est on retrouve notre ami Pierre-Henry à la console qui va du coup monter le volume sonore pour couvrir les bruits du public. Vous imaginez là l'Assemblée au Théâtre des Champs-Élysées, ça hurle, ça se manifeste. Et d'une certaine manière, du coup, le mouvement contradictoire, c'est que l'électricité a élargi l'audience de la musique populaire et d'une certaine manière a réduit celle de la musique savante. Je vous laisse méditer sur cette réflexion pour vous récompenser de votre attention, car moi j'aime bien les moments participatifs. Et oui, désolé, ça n'a pas été annoncé dans le programme, mais il va falloir donner de votre personne pour jouer à ce blind test où, vous l'avez compris, il va s'agir de découvrir, de reconnaître les quelques extraits que je vais vous passer, où bien sûr il va être question de notre relation au sujet. Je commence de façon assez simple. Bravo. Et ben voilà, Welcome to the Machine. Bravo, bravo. On l'écoutait un peu quand même. Avec un peu de son. Welcome to the Machine avec ses bruits de machine. Alors là, c'est un peu plus clair. Hein. Donc sur cet album, c'était... Quel album? Wish You Were Here. Ben voilà, on a un spécialiste de Pink Floyd dans la salle. Alors j'aurais pu mettre aussi l'autre album, hein, encore plus connu, Dark Side of the Moon, avec bien sûr Monet, où il est question de caisse enregistreuse. Voilà, la musique va utiliser des sons directs de la vie quotidienne, de machines en l'occurrence, pour les absorber à sa musique. Alors j'aurais pu mettre Monet, je vais mettre un autre morceau où il est question, c'est un indice, de sons de caisse enregistreuse, mais alors samplé avec aussi un bruit de coup de feu. Bravo. Facile, hein. Et oui, c'était Mia ou Maya, si on veut avoir un plus chic, qui du coup va utiliser un gimmick sonore produit avec un son de caisse enregistreuse, de machine et de machine gun, en l'occurrence ce bruit de cette décharge de coups de feu. Plus technique.
Il y en a qui l'ont là. Bah voilà. Donc on retrouve notre ami Stockhausen, son nom a été prononcé, pour un quatuor à cordes et hélicoptère. Quand même, il n'a pas été chercher le pire des quatuors, le quatuor Arditi, pour créer cette œuvre en 95. Donc voilà, les musiciens embarqués à bord d'hélicoptères. Alors, ce qui pourrait être un peu l'hymne de cette séance. Non? Pas popcorn, non. Je suis déçu. Ah voilà, bravo. OMD. On la repassera à la fin si vous voulez danser. Donc on avait les bruits de machine au début, le titre s'appelle Electricity, Orchestral Maneuver in the Dark, ou OMD en version courte. On est toujours au cœur du sujet. On continue, encore deux exemples, enfin deux séquences pour un blind test. Il y a un piège. Le sacre du printemps, tout simplement. Pas si simplement que ça. Quel orchestre, quelle interprétation? Et non pas Térémine, mais presque. Le futur de Térémine. Un ordinateur qui recompose le sacre du printemps. Donc on doit à Eric Liedenmann, à mon avis, il devait sortir de l'IRCAM. Et d'ailleurs, il était ingénieur à l'IRCAM, ou il l'est toujours peut-être. Et du coup, qui a quand même, peut-être sur son temps libre, j'espère, recréé le sacre du printemps uniquement avec des sons artificiels, des sons de machine. Et enfin, dernière séquence où il est vraiment aussi question de machine. C'est un peu dur, mais bon, peut-être qu'il y a un fan qui l'aura reconnu. The time they are changing. Alors ça a été fait par des employés de la marque Brother, donc qui travaillent pour toutes ces machines et qui ont réalisé ce clip que j'ai mis uniquement pour avoir une bonne transition avec la suite. C'est notre dernier chapitre. Et oui, il faut conclure. Il faut conclure en laissant la place aux machines. J'avais un peu vendu la mèche. Effectivement, l'accomplissement de tout ça, c'est même plus de mettre un casque ou de se transformer en robot. Voilà, c'est de carrément laisser les machines faire le show. Et alors ça, il y a beaucoup d'exemples. Je vais essayer de rester dans ma dynamique entre musique pop et savante. Un exemple en 64 de machines qui font le show et qui font la musique. Rolf Lieberman. Une symphonie pour 64 machines de bureau, et on est toujours dans les machines de bureau.
Donc voilà de quoi renouveler l'ambiance dans les open space. Autre exemple de robots qui vont se mettre à interpréter de la musique. Donc là, en fait, vous allez voir devant vous un guitariste qui a 78 doigts, un batteur à 4 bras pour jouer Motorhead. Vous allez me dire tout ça n'est pas très très sérieux, effectivement. Et en même temps, ce destin de la machine qui se met à faire le spectacle a produit des choses étonnantes qui sont inscrites dans l'histoire de l'art, notamment bien sûr les fameuses machines de Tinguely, qui sont plutôt exposées dans des musées que présentées sur des scènes de concerts ou de spectacles, mais qui ont cette capacité à produire du spectacle, de la machine, de la musique, et à épater même les humains et les chiens, semble-t-il. Il y a toute cette vogue de ce qu'on appelle le sound art, toutes ces expositions qui vont sacraliser des dispositifs sonores plus ou moins complexes pour produire quelque chose qui va être de l'ordre de l'installation d'art contemporain, du spectacle, du son, quelque chose qu'on va regarder sans aucune médiation humaine. Et l'exemple un petit peu ultime, c'est un spectacle, peut-être certains l'ont vu, alors là c'est d'autres exemples, c'est David Byrne des Talking Heads qui a aussi créé ce genre d'installation. En fait, ce spectacle, c'est l'œuvre d'un compositeur et metteur en scène allemand qui s'appelle Heiner Goebbels, qui en 2007 a produit un spectacle qui s'appelle Shifters Dinge, en fait, qui fait spectacle uniquement avec la machinerie de scène. Spectacle qui a été d'ailleurs présenté certainement dans le coin, ou à l'époque en tout cas c'est passé au Festival d'Avignon. Et du coup ce spectacle consiste à mettre en scène la machinerie de théâtre, en tout cas telle qu'elle peut s'accomplir avec le renfort de quelques instruments, puisque vous remarquez, vous reconnaissez des pianos qui sont installés sur la tranche, qui ont été désossés. Et en fait, on n'est pas là dans un musée ou dans un centre d'art contemporain. On est assis, comme vous l'êtes, même de façon même plus théâtrale, puisque c'était vraiment dans des salles de spectacle, pour pendant 1h30 être témoin du spectacle de la machine. Donc je vous en montre un extrait. Alors bien sûr, comme toujours pour le spectacle, la vidéo ne rend pas forcément justice à la qualité de l'œuvre, mais vraiment c'était en plus animé par des vidéos, des textes, et l'aspect vraiment bluffant d'être spectateur d'une machine. D'ailleurs qu'on applaudissait à la fin, on applaudissait une machine, ce qui était assez troublant en tant que spectateur. Il est temps de finir, et je vous propose parce que ce qui est bien avec les machines quand même, l'électricité, c'est qu'à un moment, si on n'en veut plus ou si on veut s'en débarrasser, on a quand même quelques moyens. Aussi puissantes ces machines soient-elles, on peut les débrancher. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans ce petit film passé inaperçu, 2001, l'Odyssée de l'espace, où l'emprise de la machine, on peut à un moment s'en émanciper.
Hein, vous vous souvenez, HAL 9000 qui a le contrôle permanent de tout ce qui se passe dans le vaisseau, et cet astronaute qui va aller débrancher HAL. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand la machine rend l'âme, elle rend l'âme en chantant. Instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it now. Play it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm crazy all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a house. But you must Merci.